Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Stéphane Loisel, je suis professeur titulaire de chaire au CNAM et directeur scientifique de la formation Actuaire Expert ERM. Et moi, je suis Anne-Charlotte Bongard, je suis directrice adjointe de la formation ERM, directrice scientifique du CEA, du Centre d'expertise actuarielle. Donc dans la pièce, on a aussi des anciens de la formation qui pourront témoigner tout à l'heure. Donc le but de cet expresso, c'est de vous présenter la formation et également surtout les nouveautés récentes de cette formation, et puis de répondre à vos questions et d'avoir aussi le témoignage des anciens. Donc c'est une formation qui a commencé en 2009, qui évidemment a été mise à jour très régulièrement, qui dure toute l'année, de janvier à novembre. Grosso modo, en moyenne, 2 jours et demi de cours par mois. Jeudi, vendredi, toute la journée et samedi matin. Mais il y a des exceptions, comme vous pouvez le voir sur le calendrier, avec une petite interruption pendant le mois d'août, et puis le mois de juillet qui, en général, est avancé à fin juin pour faciliter le départ en vacances. Donc, il y a également une journée de séminaire professionnel qui est liée au club ERM, au club des anciens, dont Anne-Charlotte pourra dire quelques mots. Et puis, une demi-journée à Paris en septembre sur un thème qui, en général, permet de traiter des sujets qu'on ne peut pas traiter dans une séance pleine de la formation pendant l'année donnée, mais qui sont amenés ensuite à rentrer de plein pied dans la formation. Donc le but, c'est vraiment de réconcilier les approches Quali et Quanti en ERM. Donc je rappelle que ERM, c'est Enterprise Risk Management, c'est une vision globale, intégrée des risques, dans laquelle on va identifier, mesurer et gérer, atténuer, transférer l'ensemble des risques de manière globale, afin de créer, augmenter ou préserver la valeur de l'entreprise pour ses participants. Tout ça en lien, évidemment, avec la stratégie, puisqu'en ERM, le risque est défini comme l'impact de l'incertitude sur les objectifs stratégiques. Donc, vous avez sur l'écran le déroulé de la formation. Je ne vais pas passer en revue tous les modules. Je voulais juste mentionner donc on a une partie nouveaux risques pour les personnes qui auraient suivi la formation il y a quelques années, ou pour des personnes qui seraient intéressées uniquement par ces nouveaux risques. Donc c'est la colonne verte. Merci Ali. Et donc dans cette colonne verte, ça se concentre principalement au mois de mai et un tout petit peu au mois de juin. On va retrouver une introduction aux nouveaux risques, une partie sur le risque cyber, un cours sur les aspects liés à la digitalisation, une séance sur développement durable, climat et gestion des risques, qui est complétée en juin par une partie sur la modélisation et l'impact du changement climatique en assurance dommages, où là on va vraiment repartir de la compréhension du système planète Terre pour aborder l'impact du changement climatique en assurance. Et puis deux séances sur la prospective, puisque je n'ai pas mentionné, mais l'ERM, c'est une vision à court terme et à long terme. Et donc, il faut anticiper un certain nombre de tendances lourdes avec une méthodologie suffisamment robuste. Et puis, on a une dernière séance en juin dans cette catégorie des nouveaux risques sur les risques géopolitiques. Voilà. Il y a également un autre module qui peut être suivi, je dirais, séparément de manière ciblée pour les personnes qui sont juste intéressées par la cartographie des risques. C'est le module bleu qui comporte 4 séances. Et une autre possibilité, c'est de suivre les séances uniquement roses, qui sont celles qui portent sur les attitudes face au risque et sur la communication en ERM. Donc, ça, c'est des possibilités, je dirais, ponctuelles, mais l'idée, normalement, c'est de suivre l'ensemble de la formation qui permet
aux actuaires qualifiés de devenir CERA. Donc en France, CERA, ça veut dire Certified Enterprise Risk Analyst. C'était initialement une marque de la Society of Actuaries et maintenant c'est un label pour les actuaires et pas que les actuaires qui est présente dans plus de 40 pays. Et les derniers chiffres, c'est qu'à peu près 10 à 15% des actuaires qualifiés mondiaux sont aussi CERA. Donc on voit que c'est une reconnaissance internationale avec une marque de la SOE qui pour la première fois a été partagée avec les autres associations actuarielles dont l'Institut des actuaires. Voilà, à l'issue de la formation, il y a 2 examens, un examen écrit et un examen oral dans lequel vous présentez un mémoire ERM qui peut se faire seul ou en binôme. Si c'est seul, c'est 12 pages et 12 minutes de présentation. Si c'est en binôme, c'est 20 pages et 20 minutes de présentation. Voilà, je ne sais pas, peut-être... Anne-Charlotte, si tu veux dire quelques mots sur le club ERM et pour compléter, toi, tu as aussi t'as les 2 casquettes. Tu interviens maintenant dans la formation et tu l'as suivi avant. Oui, j'ai suivi la formation en 2011 et du coup, je trouvais que c'était intéressant aussi de pouvoir présenter le planning, enfin le programme tel qu'il existe aujourd'hui. En 2011, la partie c'était très orienté solvabilité 2, évidemment. La partie nouveau risque n'était pas du tout aussi riche. La partie communication était pas aussi, attitude face au risque n'était pas non plus aussi riche. Donc ça, c'est des éléments qui sont constamment en mouvement et qu'on réinterroge chaque année pour le programme de l'année suivante. En complément, comme le disait Stéphane, une fois qu'on a fait cette formation, on a cette certification qui engage aussi à être maintenue dans le temps et donc à continuer à se former autour de l'ERM. Et donc, c'est monté un club des anciens actuaires et non-actuaires qui ont fait la formation ERM et qui est en charge de faire vivre cette communauté des actuaires experts ERM à travers plusieurs éléments, des événements qui sont ouverts et qui sont ouverts aux membres de l'Institut des actuaires gratuits aussi. Donc, c'était le cas de la journée ERM qui a eu lieu en avril cette année. On met en place aussi d'autres petits événements. On a mis en place, ça va recommencer à partir de septembre, des midis ERM pour présenter les meilleures mémoires de la formation et que du coup il y ait vraiment une transmission du travail effectué par les actuaires qui suivent la formation auprès des membres de l'Institut des actuaires. Et donc pouvoir en fait diffuser cette culture ERM aux membres de l'Institut des actuaires de façon plus large et permettre à ceux qui ont suivi la formation d'avoir des points dédiés à l'ERM et de maintenir leur certification à jour. C'était principalement ça que je voulais transmettre sur la partie nouveauté. Oui, je ne sais pas si Ali ou les autres voulaient dire quelques mots. Merci. Alors moi, je suis promo 2021, donc on m'a proposé de faire un feedback, on va dire, sur la formation. C'est une formation, moi je l'ai faite parce que je voulais surtout regarder les copules au départ. C'est ça en fait le point qui m'intéressait. Je pense pas tout le monde en tout cas, mais c'était une ouverture parce que j'étais déjà dans le risk management. Et je voulais pousser en fait certains éléments et en même temps ce qui m'a intéressé c'est la communication autour de la gestion des risques et comment on interprète ça à des top management. Par cette formation, j'ai pu décrocher un poste de CRO d'AXA Maroc ICIMA. Donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée qui était directe tout de suite après. Et donc ça, c'est vraiment un élément déclencheur pour ceux qui veulent soit découvrir un autre domaine, parce que ceux qui font de l'actuariat tout court et qui veulent aller vers la gestion des risques un peu plus, c'est un tremplin pour découvrir plein d'éléments, parce que la gestion des risques, elle est plus globale que les métiers qu'on fait lorsqu'on est soit dans l'inventaire, soit dans la tarification, dans le provisionnement ou autre. La gestion de risque, elle est plus globale et c'est vrai que ça permet de passer l'étape suivante pour ceux qui ont déjà fait le tour en fait, de leur métier. C'est une formation
Alors, par rapport au CEA ou par rapport au CNAM ou par rapport aux autres formations continues, c'est, on va dire, moins dans les démonstrations qu'on a eues en fait dans les cursus de parcours classique d'actuaire. Et donc, c'est plutôt, on vous amène à réfléchir en tant que CRO, en tant que top management sur les sujets de risque. Donc, il y a quand même des sujets voilà, il y a beaucoup de modélisation, on en parle de modélisation, on en parle de plein de sujets complexes, mais comment on arrive à les comprendre sans obligatoirement faire des démonstrations derrière. Et donc, communiquer autour de ce sujet de solvabilité d'eau est arrivé avec la valuation risque, avec l'agrégation, avec la FRS 17, avec tous ces composantes. Et je vois que la formation, depuis que je l'ai faite, même si je l'ai faite, c'est pas si longtemps que ça, il évolue aussi. Et donc, c'est un gage, on va dire, de qualité qui permettra à ceux qui l'apprennent. C'est un investissement. Hein, donc, et puis, on découvre aussi d'autres personnes. Moi, j'étais un peu délégué en même temps. J'ai pu faire des réunions avec des gens que je ne connaissais pas parce que c'était un peu sorti Covid, mais on était encore. Donc, on a pu échanger beaucoup. Donc, ça a créé des liens aussi, en fait, au sein de cette communauté, qu'on en échange encore avec les uns et les autres. Et c'est vrai que c'est la richesse aussi, c'est dans cet échange des gens qui ne sont pas de votre boîte, de votre entreprise. Donc, c'est aussi une ouverture vers d'autres secteurs et ça fait un nouveau réseau que là, ça marche encore aujourd'hui, et puis ça permettra d'avancer aussi sur le sujet. En termes de candidature, en fait, il faut être actuaire qualifié. Alors moi, c'est une formation qui m'a déclenché de rattraper mon mémoire qui était en retard, et j'ai pu le faire grâce à cet élément accélérateur. Donc ceux qui n'ont pas fait encore l'assertif, ça permet d'accélérer et de faire tout en un. Et puis, il faut prévoir du temps pour la travailler, la préparer comme il faut et la vivre, en fait, cette expérience, une expérience riche qui vous apporte quelque chose, en fait, dans votre parcours ou dans le futur parcours. Voilà ce que je voulais partager. J'avais un petit complément, merci Ali. Elle est assez complète, comme vous pouvez le voir, sur un an, assez engageante, mais il y a certains sujets qui sont abordés aussi de façon finalement réduite. Et c'est pour ça qu'on a aussi d'autres formations au niveau de l'Institut du Risk Management. On est en train de développer une formation sur le risque climatique, catastrophe naturelle, pour venir compléter en fait certains points qui sont abordés au niveau de la formation. Il y a une formation aussi de 4 jours sur tout ce qui est cyber. Voilà, il y a d'autres formations complémentaires sur la partie aussi nouveaux risques qui peuvent venir englober la partie Enterprise Risk Management. Ok, je pense qu'on peut passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question parce que j'ai un ancien collègue qui est là dans la salle, Ibrahima. C'est toi parce que c'est quelqu'un qui a fait aussi une formation continue et puis maintenant il est actuaire à Generali. Est-ce que tu as une question particulière pour lancer la salle? Bonjour, merci pour la présentation. Effectivement, c'est une formation qui m'intéressait déjà avant, à l'époque on était à Groupama, et qui m'intéresse toujours. Bon, actuellement, je suis à la fonction actuelle, donc il faut essayer de négocier pour pouvoir se faire financer la formation. Mais j'ai un collègue qui fait la formation cette année. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est très prenant. C'est très prenant, il prend beaucoup de jours. Et il me dit que les cours sont assez lourds. En tout cas, c'est très intéressant. Et on a déjà fait la gestion des risques. Quand je vois les différents modules, ça pourrait être un très bon complément pour moi. Ça permet d'approfondir et de mieux comprendre certains concepts. À voir. En plus, concret, en fait, quand je disais CRO, Cheikh qui a fait aussi avec nous la formation, il est maintenant CRO de Generali France. Oui, peut-être pour compléter, en fait, on se dit que, un peu comme toi, Ali, c'est une formation qui permet après de basculer dans des directions des risques, mais pas seulement. En fait, il y a beaucoup d'anciens de la formation qui rajoutent cette couche d'expertise risque qui leur sont utiles
même côté direction de l'actuariat, direction technique ou tout type de direction. C'est de prendre un peu de hauteur et de recul sur son travail d'actuaire, et de façon assez complète et transversale. Bonjour, je vais compléter parce que j'ai fait la formation du coup en 2014. Et par rapport à ce que dit Anne-Charlotte, je sais qu'il y a beaucoup d'actuaires que je rencontre qui se posent la question j'aime bien ce que je fais, mais j'ai envie de changer de domaine. Là, je fais de la gestion active-passive, j'aimerais bien faire un peu de non-vie ou de réassurance. Et en fait, dans le monde actuel des ressources humaines, finalement, c'est très compliqué quand on n'a pas d'expérience. Et je trouve ce genre de formation aussi, ça permet justement d'avoir une légitimité quand on passe des entretiens. Ah bah oui, j'ai vu ce module, j'ai fait de la gestion active-passif lors de ma formation au REM. Et donc, du coup, ça apporte un plus quand on veut changer de domaine d'activité tout en restant dans l'actuariat ou dans les risques. Ouais, Pierre-Yves. J'ai une question. Alors, c'est pour les actuaires, mais est-ce que, par exemple, il y a des liens entre cette formation et l'AMRAE? Alors oui, on a eu par le passé des intervenants qui étaient risk managers en dehors du secteur de l'assurance. Et c'est quelque chose qu'on va rajouter l'an prochain, qui s'est perdu pendant 1 an ou 2 parce que Brigitte Boucaud était partie à la retraite. Mais effectivement, par rapport à la formation de l'AMRAE, qui est peut-être un peu plus qualitative, et qui est plus pour des entreprises, on va dire, en dehors du secteur de l'assurance et de la finance. Là, on essaye, dans la formation, de rapprocher ce quali-quanti, comme je disais, et on essaye aussi d'aller chercher des expertises, soit du côté de la sûreté nucléaire, soit du côté des aéroports, soit du côté d'EDF, soit du côté de la Poste, etc., chez des risk managers qui sont confrontés à d'autres types de risques, de manière à profiter aussi de leur expérience sur certains risques opérationnels, notamment, où finalement, parfois, côté assurance-finance, ça arrive qu'on soit finalement tellement pris par les risques actuariels et financiers qu'on soit parfois un petit peu moins bon, un petit peu moins parfait sur les risques opérationnels. Oui, puis il y a des sujets qui reviennent aussi un peu en boomerang. C'est les entreprises industrielles et commerciales qui créent de plus en plus, puisque la réglementation a évolué, des captives. Et donc du coup, quand on crée une captive et qu'on est une entreprise industrielle, ou voire, parce qu'il y a des structures un peu surprenantes qui créent des captives, il faut l'alimenter, la captive, il faut la gérer. Enfin, il y a des gens qui sont là pour ça, des courtiers ou d'autres, mais voilà, ça peut offrir des passerelles. Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, on a eu lors de la journée actuaire expert ERM il y a 2 ans ou 3 ans, on avait une personne qui s'occupe du risque cyber et d'une captive au Luxembourg, qui était venue faire un exposé et partager un peu ces problématiques liées aux captifs. Donc effectivement, ça fait partie des sujets, je pense, qui vont être traités encore l'an prochain dans une des 2 journées. Ouais. Par rapport à la révision Solvabilité 2, est-ce que ce programme peut évoluer? C'est-à-dire, on est au niveau 2. S'il y avait des éléments qui bougeaient, est-ce que certains traitements pourraient être un peu différents? Ah, mais ça bouge instantanément quasiment la formation. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir là, et comme ça a été expliqué par les anciens, entre 2011, 2021 et maintenant, heureusement qu'entre 2011 et maintenant ça a changé, mais même entre 2021 et maintenant ça a changé. Donc par exemple les séances de Pierre Théron sur IFRS, instantanément dès qu'il y a eu IFRS 17, on a tout de suite changé la proportion entre les sujets IFRS traditionnels d'avant et les sujets IFRS 17. Et on fait pareil pour tout ce qui est Solva 2.
Ça fait partie des choses qui sont mises à jour quasi instantanément. Il y a aussi une séance sur la genèse de Solvabilité 2 où on revient sur finalement comment est-ce que les consensus se sont formés, quels ont été les acteurs qui ont participé à la décision. Et ça, c'est mis à jour évidemment au fur et à mesure qu'il y a des révisions ou des changements qui se font. Et le risque macroéconomique qui est évoqué dans Solvabilité 2, il serait dans quel module ? Alors le risque macroéconomique, on en parle pas mal dans le nouveau module vert qui s'appelle risque géopolitique, qui est fait cette année par Philippe Trainard, qui est chief économiste, ancien chief économiste et chief risk officer de la SCOR. Et donc on l'aborde entre autres avec l'aspect dans cette séance risque géopolitique, et on l'aborde aussi dans différentes séances, l'ALM bancaire et la partie finance de marché et risque de marché, où bien sûr il y a pas mal de finances, mais la partie macroéconomie est importante aussi. Donc c'est abordé dans, on va dire, une séance principalement, 2 séances en tant que risque secondaire, et dans 2 autres séances comme du contexte. Juste une autre question sur le risque cyber. Il y a une note méthodologique qui définit un risque cyber plutôt comme étant ce qui était attaqué. Donc les 4 notes rentrent en intérieur. Est-ce que vous l'abordez Dora semble l'aborder plutôt sur l'aspect attaque. Quel est le positionnement que vous prenez ? Alors ça, c'est Caroline Hilleret de l'ENSAE qui assure cette formation. Donc en général, elle commence par expliquer justement les différentes approches. Et donc on va parler à la fois des différentes définitions. On va parler de Dora dans la formation, et on va parler des enjeux de modélisation, des enjeux de protection, des enjeux d'identification des menaces et des typologies d'attaquants qui ne vont pas forcément cibler toujours les mêmes cibles. Et on va parler évidemment de comment est-ce qu'on cherche à atténuer les conséquences et des plans de retour à l'activité. Donc je dirais que c'est quelque chose qui va être abordé. Il faudrait que je parle sous le contrôle de Caroline pour savoir exactement comment est-ce qu'elle déroule sa présentation. Mais c'est quelque chose qui va être abordé en essayant d'avoir toutes les différentes visions de ce risque qui est un risque complexe, et qu'on va aborder d'ailleurs à la fois du point de vue de l'entreprise, qui peut être une entreprise d'assurance qui peut être soumise au risque cyber elle-même, comme également du point de vue de la compagnie d'assurance qui peut commercialiser de l'assurance cyber. Donc on va regarder tous ces aspects-là. Merci. Et peut-être pour compléter, en fait, chaque cours en lui-même est mis à jour. Moi, je donne un cours, mais c'est vrai qu'il est mis à jour chaque année en fonction de l'actualité. Donc peut-être que Caroline, justement, elle fait évoluer aussi son cours en fonction des différents éléments. Et comme c'est un risque sur lequel elle travaille, elle, en dehors, plus le programme global avec les différents équilibres qui sont présentés là, est également mis à jour chaque année après le conseil de perfectionnement. En fait, sur les risques, sur tout ce qui bouge le plus, on a effectivement un conseil de perfectionnement dans lequel on va vraiment discuter en profondeur de qu'est-ce qu'il faut mettre à jour. On va se faire challenger sur la composition de la formation, sur son intérêt, etc. Et je pense que c'est une des choses qui ont permis de maintenir cette formation intéressante et pertinente dans un monde qui évolue. Sinon, elle n'aurait pas perduré depuis 2009, vu tout ce qui a changé. Donc ça, c'est une force. Et l'autre force, c'est que
il y a des intervenants qui peuvent être des chief risk officers, qui peuvent être des enseignants-chercheurs, qui peuvent être des spécialistes, par exemple, de la modélisation physique des risques climatiques, ou des actuaires seniors ou d'autres spécialistes. Mais dans le cas, là, par exemple, de Caroline Hilleret, qui est représentative des enseignants-chercheurs qui participent aux enseignements, toutes les personnes qu'on implique sont des personnes très proches du terrain. Caroline, par exemple, elle a un programme de recherche avec Citalid, qui est une start-up qui vise à aider à se protéger contre le risque cyber, justement en ciblant les différentes typologies d'attaquants, etc. Et donc, en fait, c'est la meilleure garantie de la mise à jour de la formation, d'avoir des gens au fait de ce qui se fait en recherche et de ce qui se passe sur le terrain. Une question pour ceux qui ont fait la formation, du coup, pour faire les nouveaux risques ou les modules nouveaux risques, c'est tout d'un coup, c'est un module par module. Enfin, comment ça se passe exactement C'est le package vert. Mais c'est tout. Donc on on souscrit un package vert. Voilà, on a tout regroupé sur le mois de mai et ça déborde un peu sur 2 séances de juin. Voilà, mais on l'a ramassé pour que ce soit, on va dire, circonscrit dans le temps. Et que ça soit pratique à suivre. Après, si vraiment il y a la moitié qui t'intéresse, là, il faut aller voir Anne-Charlotte ou le site, le stand de l'IRM. Je pense que tout est possible, tout est envisageable. Mais je pense qu'intellectuellement, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui a suivi la formation il y a quelques années, c'est justement de se mettre à jour avec une vision globale de quels sont les nouveaux risques principaux en suivant ce package vert, quoi. Qui du coup sera une fois par an, enfin comme la formation. Donc s'il y a inscription, ce sera mai-juin 2026. On a dépassé notre temps d'expresso. C'était un long beau. Merci beaucoup. Ouais, c'était un...